Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Léa a 28 ans. Elle est juriste en droit du travail et coach professionnel. Elle a grandi à la campagne et vit aujourd'hui en région parisienne. Elle a suivi des études de droit. Le premier jour à la fac, le prof leur dit « Regardez à gauche, regardez à droite, devant et derrière vous. À la fin, il ne restera qu'une personne sur les 5. » Elle a vite compris qu'il allait falloir travailler énormément pour valider ses années. À la fin de sa 5e année, elle effectue un stage de 6 mois dans une entreprise à Paris. Stage qui aura un impact décisif sur la suite. Elle est victime d'harcèlement moral au travail par sa manager. Elle nous raconte la descente aux enfers qu'elle va vivre et comment elle a réussi à s'en sortir et tirer les enseignements de ce qu'elle a vécu. Suite à ça, elle rentre dans un cabinet d'avocats dans lequel elle va se reconstruire. Entourée de femmes bienveillantes, inspirantes et ambitieuses, elle découvre le monde des femmes entrepreneuses qui va lui donner envie d'avoir son propre business. 1 an plus tard, elle rentre dans une nouvelle entreprise. Le confinement arrive, elle écoute un podcast sur l'alignement professionnel qui va être une révélation. Elle comprend alors qu'elle n'est pas alignée complètement dans son job. En parallèle, elle rencontre une manager qui l'inspire et qui s'est formée au coaching. Deuxième révélation, Léa décide de se former au coaching et de devenir coach professionnel. Elle nous raconte son cheminement jusqu'au jour où elle démissionne de son entreprise pour se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Un parcours inspirant que je vous invite à découvrir dans ce nouvel épisode. Bonjour Léa. Hello Carole. Tu vas bien ? Écoute, ça va super et toi ? Oui, super. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui dans la chronique des ambitieuses. Ça fait un petit moment qu'on en parle en plus, donc c'est le jour J et je suis super heureuse de t'accueillir. Et pour te présenter du coup à tout le monde, Léa, c'est une de mes plus anciennes amies. On s'est rencontrées sur les bancs de l'école primaire. Et voilà, nos chemins de vie ont été séparés, mais on a toujours gardé le contact, on a toujours, voilà, on a toujours trouvé des moyens pour se voir. Et voilà, aujourd'hui, on vit une aventure un peu similaire, enfin, l'aventure 100% entrepreneuriale. Et du coup, c'est un honneur et je suis encore plus touchée de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast. Oh, ça me fait super plaisir. Écoute, je voulais te dire un grand merci, surtout à toi de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis hyper heureuse d'être là et d'échanger avec toi aujourd'hui. Et je suis sûre qu'on va passer un super moment. Donc, Oui. J'ai hâte. Pareil. Bon, alors du coup, on va commencer dès maintenant. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, donc moi, c'est Léa. Pour te dire un peu plus sur moi, j'ai 28 ans. Je suis juriste en droit du travail et coach professionnel et j'habite à côté de Paris. Donc pour t'expliquer un petit peu mon parcours, j'ai grandi donc à la campagne, là où on s'est connus, dans la région des Châteaux de la Loire, dans une toute petite ville qui s'appelle Châteaudun. Concernant mon parcours, je pense que j'ai eu la chance de bénéficier de super bons établissements, donc que ce soit primaire, collège et lycée. Et donc en terminale, les profs nous poussaient beaucoup à faire soit des prépas, soit des grandes écoles. Et moi, j'ai choisi d'aller faire du droit. Donc c'était vraiment mon choix. Et je me suis dirigée vers cette filière parce que je pense que j'ai toujours eu une forte valeur de justice sociale. C'est-à-dire que c'est très important pour moi, l'égalité des droits, que chacun puisse avoir la possibilité de bénéficier des mêmes choses. Et je déteste les injustices. Donc du coup, arrivée en fac de droit, je découvre, je pense, vraiment le monde de l'excellence et du dépassement de soi. Pour te donner un exemple, j'arrive en amphi le premier jour. Donc c'était un amphi bondé, il y avait plus de 1000 élèves. Le prof vient se présenter et il nous dit vous regardez à gauche de vous, vous regardez à droite, vous regardez devant, vous regardez derrière. Et à la fin, il restera qu'une personne.
sur les 5. Donc bon, tu étais directement mise dans le bain. Et c'est vrai qu'il y avait un taux de réussite qui était assez faible dès la première année, qui était, je crois, de 20 ou 30%. Donc j'ai vite compris en fait qu'il allait falloir que je travaille énormément pour avoir mes années. Donc c'est vrai que j'ai cette période-là pendant 5 ans, ça a vraiment été énormément de travail et j'ai vraiment connu ce que c'était quand ta vie ne tourne plus qu'autour du travail et c'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est-à-dire que t'as plus vraiment de week-end, t'as plus vraiment de vacances, tes sorties elles se font beaucoup plus rares. Et tu découvres aussi ce que c'est que de se prendre des mauvaises notes. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été un peu la bonne élève qui avait des bonnes notes. Donc, c'est vrai que ça fait drôle de se faire un petit peu secouer. Donc, bon, voilà. Donc, les années, elles passent. Donc, j'obtiens mes années et je déménage aussi beaucoup. Donc, j'ai habité à Tours où j'ai fait ma licence. Ensuite, à Toulouse. Ensuite, j'étais à Lille. Donc, voilà, j'ai découvert de nouvelles villes. Et pour t'expliquer un petit peu la suite, donc à la fin de ma 5e année, donc en plus des examens et d'un mémoire à rendre, j'ai dû effectuer en fait un stage de 6 mois. Alors, c'était 6 mois, mais tu pouvais faire minimum 4 mois. Donc du coup, je suis prise dans plusieurs stages à Paris, donc pour 6 mois. Et j'en choisis un donc parmi les différentes entreprises dans lesquelles j'avais été prise. Donc, je quitte Lille pour arriver à Paris à l'époque. Donc, j'arrive à Paris, donc là où je connaissais pratiquement personne. J'avais aussi tout à reconstruire. Et donc, je commence mon stage et là commence une période qui a été vraiment très compliquée pour moi. Donc, en fait, j'ai été victime de harcèlement moral au travail, donc par ma manager, c'est-à-dire par la personne qui m'encadrait. Donc pour préciser, je parle de harcèlement moral, mais j'emploie vraiment pas ce terme à la légère, puisque ma formation de juriste me permet en fait de détecter et de savoir quand il y a une situation de harcèlement au travail en fait. Ça fait aussi partie de mon job, mais je pensais pas que je le vivrais un jour. Donc si tu veux, pour t'expliquer un petit peu, je parle de ça pour les messages que j'ai à faire passer derrière, mais ça a été très vite et à la fois ça a été très graduel en fait dans le comportement de la personne qui m'encadrait. Donc tu vois, ça pouvait commencer par des petites remarques pas super sympas. Donc dès les premières semaines, donc à me dire bah c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu fais mal les choses, tu comprends pas souvent les choses, j'en ai marre de t'expliquer. Donc tu vois, ça c'était la première phase. Moi, je disais rien. Donc, en fait, tu passes à un second niveau qui est celui, en fait, des dénigrements, des humiliations. Donc, tu vois, là, j'avais le droit à des phrases comme t'es bête, tu sers à rien, t'es bonne à rien. Donc, tu vois, je me rappelle d'une fois où elle s'était moquée de moi aussi parce que je portais pas des talons aiguilles Louboutin. Donc, tu vois, vraiment, donc, des humiliations, des rabaissements. Je disais rien parce que si tu veux, je me sentais bloquée dans mon stage que je devais valider pour valider mon année. Et tu vois, là, on arrivait à un troisième stade qui était vraiment des menaces, se faire hurler dessus et aussi ce qu'on appelle en droit du travail la mise à l'isolement. Donc, tu vois, par exemple, elle me menaçait de me griller, entre guillemets, dans le monde professionnel si je terminais pas mon stage. Si je restais pas jusqu'au bout, de ternir ma réputation. Et tu vois, il arrivait hyper souvent qu'elle me convoque dans son bureau, elle fermait la porte et je me faisais hurler dessus littéralement sans raison. Donc j'étais vraiment, tu vois, son défouloir. Et tu vois, il y avait aussi des mises à l'isolement. Donc par exemple, je me souviens d'une fois, donc j'avais mon bureau à moi, je sors du bureau, donc j'ouvre la porte pour aller à la pause déjeuner. Et je m'aperçois qu'il n'y a plus personne dans les couloirs, tu vois, parce qu'on était une vingtaine dans l'étage où je travaillais. Donc, je vois personne. Je me demande où tout le monde est passé. Du coup, ben, je mange toute seule le midi, ce qui m'arrivait pas avant. Et en fait, en réalité, elle avait invité tout le monde au restaurant, sauf moi. Voilà. Et quand elle est revenue, je m'en suis pris plein la tête sans raison, tu vois. Donc forcément, donc cette situation-là, ça a eu un impact direct sur ma santé. Donc tu vois, tu vas au travail, tu as la boule au ventre, tu penses plus qu'à elle et qu'à ce que tu vis, même le week-end. Tu vois, ça devient un peu une obsession. Et tu as le cœur qui palpite toute la journée. Enfin, tu vois, t'es vraiment pas bien. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai trouvé, pour t'expliquer un petit peu la fin, la force en fait de m'en aller au bout de 4 mois.
donc le minimum que je devais faire pour valider mon stage, et de ne pas rester jusqu'à 6 mois parce que j'en pouvais plus et je devenais vraiment l'ombre de moi-même, en fait, Mm. tu vois. Et je me suis dit, c'est plus possible, Léa, il faut vraiment que tu partes. Mm. Du Et coup, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu en avais parlé avec des personnes autour de toi ou tu le gardais vraiment pour toi? non, non, alors j'en ai vraiment parlé tout de suite à mes proches et vraiment, je tiens à les remercier s'ils écoutent ce podcast parce que ce soit ma famille ou mes amis, je sais pas je sais pas ce que je serais devenue s'ils n'avaient pas été là, mais ils m'ont énormément soutenue, vraiment. Et j'en ai Mm. tout de suite parlé, et ça, je pense que c'est hyper, hyper important de dire quand ça va pas et d'en parler à ses proches parce qu'ils te soutiennent et ils peuvent aussi t'aider à trouver des solutions. Je me souviens que ma famille me soutenait énormément, me disait ça va aller, mais pars. Je me souviens que ma mère me disait beaucoup, mais je peux te faire arrêter par le médecin, c'est plus possible, Léa. Je me souviens aussi d'une fois où il y avait ma famille, où il y avait mes tantes, mes cousines aussi. Tout le monde trouvait ça lamentable ce qui se passait, mon père, mon frère pareil, et mes amis c'était pareil. Enfin, j'ai vraiment Mm. eu un énorme soutien et tout le monde me disait de partir. Mais si tu veux, toi, tu es dans ton engrenage, tu vois, et c'est vraiment ça le harcèlement, où moi, en fait, je devais vraiment rester pour valider mon année. Donc, si tu veux, tu as fait tes 5 ans de droit. Tu vois le bout du tunnel, tu as réussi tes examens, tu vas terminer ton mémoire, tu as juste ce stage à valider. Donc moi, tu vois, dans ma tête, j'étais là à me dire, il faut que je tienne minimum 4 mois. Mais en fait, c'était au détriment de ma santé, tu vois. Et aujourd'hui, je sais que j'ai un autre regard là-dessus. Et je me dis vraiment, il n'y a rien qui passe au-dessus de la santé, en fait. Tu Mm. vois. Et en plus, c'était aussi compliqué parce que si tu veux, je voulais en parler à ma fac, mais c'était un stage d'été. Donc la fac, elle est fermée l'été. Enfin, tu vois, c'était une situation vraiment particulière. Et tu vois, si je peux faire passer quelques messages par rapport à ça, ce que j'ai vraiment compris, parce que le plus important quand tu vis quelque chose de difficile, que ce soit ça ou autre chose, je pense que c'est vraiment de tirer les enseignements Mm. derrière, en fait, de toute expérience. Et je pense qu'on peut vraiment se relever, tu vois, même de la pire expérience qu'on peut vivre. Et j'ai vraiment fait, tu vois, un gros travail sur moi après cette période-là pour tirer, en fait, les enseignements. Et ce que j'ai compris, c'est vraiment que dans nos relations, donc que ce soit au travail, avec tes amis, avec ton couple, avec ta famille, en fait, on a tous 50% de part de responsabilité, tu vois. Et Mm. s'il m'est arrivé ça, donc certes, c'est parce que je suis tombée sur quelqu'un qui était déséquilibré, hein, clairement, Mm. mais aussi, j'ai pas su mettre, tu vois, les limites dès le début. J'ai pas stoppé, en fait, directement quand elle a commencé à me faire des remarques et lui dire que j'acceptais pas, en fait, comment elle me parlait. Donc, en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on a tous le pouvoir, en fait, de travailler sur ce qu'on accepte et sur ce qu'on n'accepte pas, en fait, dans une relation. Et tout part toujours d'une vision, en fait. Plus tu es hyper au clair sur ce qui est OK pour toi et sur ce qui ne l'est pas, plus ensuite tu vas pouvoir mettre des limites derrière. Parce que quand c'est clair pour toi, tout de suite, dans ton cerveau, ça va faire ce qui se passe là, c'est pas acceptable. Tu vois. Et aussi, ce que je veux vraiment expliquer, c'est que ce genre de personnes, parce que ça arrive partout, en fait, malheureusement, elles fonctionnent généralement, tu vois, de manière progressive. Donc, c'est toujours très graduel. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir une vision sur ce qu'on n'accepte pas, en fait. Et ça peut commencer sur des petites remarques, tu vois, qui peuvent être anodines. Parce que Mm. soit la personne, elle va s'arrêter là, ou soit, si on dit rien, elle va passer au second stade, donc qui va être les humiliations, les dénigrements. Et elle peut encore s'arrêter là, ou elle peut arriver au troisième stade, qui va être se faire hurler dessus, même se faire taper, se faire frapper, tu vois. Ça arrive malheureusement. Mais c'est Et horrible. tu vois, Et toi, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que c'était du harcèlement moral? quand je suis arrivée à la deuxième phase, en fait, qui était celle des, si tu veux, des rabaissements, des dénigrements et des humiliations. On va dire que la première phase, qui était celle où j'avais des reproches, tu vois, incessants, je me disais, c'est vraiment pas sympa, tu vois, c'est pas très cool de me dire ça. Mais si tu veux, alors, à la fois, comme je te disais, ça a été graduel, mais ça a été rapidement. Mais dans mon souvenir, au bout déjà de 2 semaines, je commençais à pas me sentir bien, tu vois. Et au bout d'un mois, je me rappelle que je réfléchissais déjà à partir, tu vois. Ouais.
Donc, tu vois, j'avais commencé en mai, tout début mai à l'époque, et déjà fin mai, je me disais, ouais, il y a un problème. Et je sais pas comment tu as fait pour tenir 4 mois déjà, c'est juste horrible. Et j'avais une petite question aussi, les personnes qui travaillaient avec toi, elles étaient témoins de ça? Alors, oui et non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, enfin, non, pas tout le monde, mais on va dire qu'il y avait une partie des gens qui avaient déjà eu affaire à cette personne, tu vois, ou qui travaillaient avec elle de manière plus ou moins rapprochée et qui en fait se doutaient que moi, vu que j'étais en plus la seule personne qu'elle manageait, c'est ça que j'ai oublié de dire. Si tu veux, des fois, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant mais comment ça se passe avec cette personne, est-ce que ça va, tu vois. Donc j'ai eu quelques personnes comme ça qui voyaient clair, en fait, si tu veux, dans la manière dont elle s'adressait à certaines personnes. Et après, j'en ai eu d'autres qui la soutenaient, tu vois. Ou alors je sais pas, c'est mon interprétation, mais qui ne disaient rien parce qu'elle imposait aussi beaucoup, tu vois. Et je pense que certaines personnes avaient aussi peur d'elle parce que Hmm. c'était beaucoup. Elle asseyait, en fait, tu vois, son autorité, tu vois. Et à la fois, quand elle faisait ça aussi, il y a beaucoup de fois où en fait c'était la porte fermée, tu vois. C'est-à-dire, elle me convoquait dans son bureau, elle prétextait, viens me voir pour tel courrier que tu as rédigé, tel acte tu as rédigé, puisque du coup, dans mon métier, c'est ça, tu vois. Et du coup, là, c'était la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais je me rappelle, tu vois, d'une fois, par exemple, ça m'a vraiment marqué quand je suis sortie de son bureau, en fait, j'ai été livide, tu vois. Et je me souviens, en fait, qu'il y a une des personnes qui me soutenait d'ailleurs, et cette personne, je la remercierai jamais assez, tu vois, qui m'a vue, en fait, et qui m'a dit, mais ça va, Léa, enfin, si tu veux, physiquement, en fait, tu vois, je le portais. Tu Hmm. vois que ça n'allait pas et je me recroquevillais, tu vois, sur moi-même. Et tu vois, c'est aussi ça le risque. Alors, je dis pas, hein, quand tu travailles en one-one, ça peut super bien se passer et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Mais tu vois, je sais que d'expérience maintenant, c'est plus quelque chose que je referai. Parce que quand tu marches en one-to-one, ben, si ça se passe super bien, c'est cool. Mais si jamais la personne est un peu toxique, voire très toxique, ben, t'as pas de collègues dans ton service, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, je me suis sentie très seule aussi. Même si j'avais des personnes qui me soutenaient, après, on a aussi été éparpillés. C'était une... Voilà, tu vois, quand t'as pas de collègues dans ton service, dans ta team, tu te sens assez seule quand même. Ah mais c'est fou. Et cette personne, mais je me dis, enfin là, d'entendre ton discours, ça me met une boule au ventre d'imaginer ce que tu as pu vivre. Enfin vraiment, c'est juste horrible. Et comment tu t'en es sortie en fait de cette situation? Ben, en fait, tu vois, je pense que c'est vraiment mon entourage et moi-même aussi, de par mes études et de par le fait de savoir analyser quand c'est une situation de harcèlement, le fait que mon entourage me répétait, me rabâchait, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles, ça a fait, tu vois, son chemin. Après, ça a quand même mis 4 mois et j'étais vraiment dans cette optique de me dire non, mais pour ma carrière, il faut que je finisse mon stage de 6 mois. Enfin, et après, je me suis dit, c'est plus possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, donc c'était fin août, donc on arrivait pratiquement à la fin des 4 mois, j'étais en fait sur un site, tu sais, où tu peux trouver des offres d'emploi. Et en fait, j'ai trouvé une offre d'un stage en fait en cabinet d'avocat. Et en fait, j'ai adoré la description et vraiment sur un coup de tête, j'ai postulé, tu vois. Je me suis dit, Léa, mets ton CV, on ne sait jamais. Et ce qui s'est passé, ben, c'est qu'en fait, j'ai été reçue par cette avocate et elle m'a prise en fait directement. Donc, si tu veux, ça a vraiment été l'élément déclencheur de la suite. Quand elle m'a prise, je me suis dit, ok, bon bah, je pars, je fais 4 mois, je fais pas un jour de plus. Et du coup, donc j'ai annoncé mon départ. Et pour t'expliquer, c'est quand tu es stagiaire, c'est très compliqué de partir puisque tu n'es pas salarié. Et en fait, tu as une convention qu'on appelle tripartite. Donc, c'est-à-dire que pour que tu partes, il faut l'accord de ta fac, de ton manager et aussi le tien. Donc, tu vois, c'est pas comme quand tu poses ta démission et que tu dis je m'en vais, tu vois. Donc, ça a été complexe, tu vois, pour partir, mais j'ai réussi. Autant te dire que la dernière semaine de mon stage, je comptais les jours et les heures. Mais je me suis dit, Léa, tu tiens, tu as bientôt terminé. Et du coup, ben, écoute, ben, je suis partie. Et c'est vrai qu'après, donc, j'ai enchaîné avec pratiquement un an en cabinet d'avocat.
Et ça m'a vraiment permis de me reconstruire aussi parce que j'étais dans un environnement hyper bienveillant en fait de femmes. Et c'est vrai que j'ai aussi découvert à ce moment-là le monde des femmes entrepreneuses, Mm. clairement, puisque du coup j'étais avec des avocates qui avaient toutes leur cabinet, leurs clients. Et du coup, c'est vrai que je mangeais tous les midis aussi avec ces femmes qui étaient hyper inspirantes pour moi, qui étaient super ambitieuses. Et ça me donnait énormément d'énergie. Et ça me stimulait aussi. Et j'adorais ça, j'adorais les écouter en fait. Mm. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit aussi que ça me tenterait bien d'avoir mon propre business, tu vois. Et du coup, passer cette année en cabinet d'avocat, donc qui a été vraiment top, je reprends le monde de l'entreprise et j'obtiens donc un poste de juriste en droit du travail au sein d'un grand groupe RH. Donc, je suis à la direction des ressources humaines et en fait, je suis sollicitée tous les jours par des managers en fait qui m'appellent pour des soucis qu'ils ont en fait avec leurs salariés. Mm. Et c'est vrai qu'on m'appelait toute la journée et à la base, j'étais censée en fait apporter des réponses juridiques, tu vois, à ces managers. Et en fait, en réalité, je me suis très vite aperçue que ça concernait souvent des problèmes de communication et de management. Mm. Du coup, arrive en fait le premier confinement quelques mois après. Et tu te retrouves enfermé comme tout le monde. Et j'écoute un podcast de Chloé Bloom, que tu m'avais d'ailleurs conseillé, sur l'alignement professionnel. Donc, je ne connaissais pas du tout ce mot, en fait, avant d'avoir écouté le podcast. Et en fait, là, j'ai vraiment eu une révélation quand j'ai écouté ce podcast. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas totalement alignée, en fait, dans mon job. C'est-à-dire que qui j'étais, qui je suis, n'était pas totalement alignée avec ce que je faisais dans mon travail. Et du coup, donc, dans le même temps, donc aussi pendant le premier confinement, j'échange beaucoup avec une manager qui a une grosse équipe dans la boîte pour laquelle je travaille. Et j'avais eu à gérer pas mal de dossiers avec elle. Donc, je la connaissais bien. Et je la trouve tout de suite très différente des autres managers, en fait. Elle arrive vraiment à stimuler ses équipes, à leur faire atteindre des objectifs. Elle a une excellente communication. Et du coup, je lui fais part, en fait, du fait que je trouve que elle a un truc en plus en fait. Et je lui dis, voilà, je suis hyper intriguée, est-ce que vous vous êtes formée quelque part? Et là, elle me dit qu'elle s'est formée en fait au coaching. Et là, tu vois, dans ma Mm. tête, ça a été une première révélation. Et dans le même temps, j'avais aussi eu une coach en fait qui avait été mise sur un de mes dossiers où il y avait une très très mauvaise ambiance au sein de l'équipe parce qu'il y avait eu un dossier en fait complexe. Et j'avais vu en fait que ça avait vraiment porté ses fruits, le fait d'implanter une coach dans une des équipes avec laquelle j'avais échangé. Et là, tu vois, ça a vraiment été une révélation en fait. Donc tout ça, ça s'est un peu produit dans le même temps. Je sais que je vais aller me former au coaching et être coach parce que je vois bien que ça permet d'atteindre des objectifs, d'améliorer la communication, de travailler sur soi. Donc, je me dis c'est génial. Et ça se mêle aussi très bien à mes compétences en fait de juriste parce que c'est peut-être pas évident, mais en fait le droit et le coaching c'est très lié puisque le droit du travail en fait c'est de la gestion humaine, tu Mm. vois. Donc, du coup, je décide d'aller me former dans une école de coaching, donc en parallèle de mon travail à temps plein de juriste. Donc, si tu veux, je cumule un CDI plus une formation. Donc, ça a été une période assez intense. Et du coup, je quitte mon entreprise en juillet dernier, donc il y a un peu moins d'un an, pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je passe vraiment du jour au lendemain du statut de salarié à entrepreneur sans transition, quoi. Génial. Bah écoute, sacré parcours, c'est à la fois incroyable et touchant. Enfin, ton parcours, il est atypique. Tu as su rebondir après une période vraiment horrible et difficile. Et déjà, bravo et merci d'en avoir parlé parce que j'imagine que c'est pas facile d'aborder ce sujet. Et c'est pas un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses. Enfin, même si les langues se délient de plus en plus par rapport à ça, voilà, ça reste quand même un peu tabou. Et en tout cas, bah, merci parce que si quelqu'un par hasard écoute ce podcast et est victime ou ressent quelque chose par rapport à un harcèlement,
peut-être que ton témoignage lui permettra de voir que bah oui, on peut rebondir, on peut fuir cette situation même si c'est pas facile. Et en tout cas, merci et bravo. Et du coup, aujourd'hui, tu es coach. C'est un lien total avec ce que tu faisais en tant que juriste. J'imagine que ce que tu as vécu a permis aussi d'avoir une autre vision et peut aussi aujourd'hui te permettre d'accompagner des personnes qui vivent aussi des situations comme celles que tu as pu vivre. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle de coach, de ce que tu proposes, de comment tu accompagnes tes clientes, etc. Oui, bien sûr. Alors, donc, pour t'expliquer un petit peu ce que je fais, donc j'accompagne des entreprises et des particuliers, donc avec du coaching, mais aussi des accompagnements juridiques. Et donc au niveau de mes clients, donc de particuliers, j'accompagne vraiment à avoir une vie professionnelle épanouissante. Donc en fait, je propose différents types d'accompagnement. J'en propose un premier pour les personnes qui sont pas bien dans leur travail et qui aimeraient potentiellement changer de travail, mais qui savent pas quoi faire. Donc là, je propose vraiment un accompagnement de coaching pour faire le point un peu sur les forces de la personne, sur ses talents, sur ses valeurs, sur ce qui lui plairait en fait profondément. On fait aussi tout un reporting un petit peu de ses expériences professionnelles, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé. Et on fait aussi un travail de recherche sur des métiers, des secteurs d'activité qui pourraient lui plaire. Donc, je propose ce type d'accompagnement. Je fais aussi un type d'accompagnement sur la prise de confiance en soi au travail. Donc là, c'est vraiment fixer ses limites, adopter une communication assertive et assurée, travailler son positionnement aussi en entreprise, donc par rapport à ses collègues, à sa hiérarchie aussi. Donc là, tu vois, ça va être un mélange de coaching pour, tu vois, ce que j'accepte ou non dans une relation, comment je peux communiquer en entreprise et ne pas non plus m'écraser, tu vois. Et aussi un accompagnement juridique sur, en fait, la connaissance de ses droits, parce que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas connaissance que ils ont des droits, en fait, en entreprise. Et du coup, pour éviter tout ce qui est situation, tu vois, de harcèlement moral, de mal-être au travail. Et je propose aussi un accompagnement à la transition professionnelle. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent quitter leur entreprise pour un nouveau projet. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer juridiquement ensemble le départ de l'entreprise et ensuite travailler ensemble sur la nouvelle organisation, les étapes à mettre en place pour vraiment faire la petite passerelle. Voilà, donc pour mes clients, donc pour des particuliers, donc je traite ces sujets-là. Et pour les entreprises, donc je propose des accompagnements sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Donc, je propose des ateliers de sensibilisation au harcèlement. Ça peut être aussi aux risques psychosociaux ou sur la qualité de vie au travail. Je fais aussi du coaching de posture managériale. Donc, comment améliorer son management, sa communication auprès de ses équipes. Aussi améliorer les performances, tu vois, de l'équipe et atteindre forcément des objectifs. Et je fais aussi donc ce que j'appelle du coaching de situation de crise, donc quand il peut y avoir des grosses tensions, par exemple, au sein d'une équipe. Voilà. Ok, merci. En tout cas, moi, j'ai été l'une de tes clientes, on va quand même le préciser. Pour le pack, on va dire, transition d'un travail, de ma vie de salariée à ma vie d'entrepreneuse à 100%. Et ton accompagnement m'a été très bénéfique. Grâce à toi, j'ai su comment partir de mon entreprise, négocier une rupture conventionnelle que j'ai obtenue. Donc voilà, ça a été déjà une grosse victoire grâce à toi. Et puis après, on avait parlé aussi de toute l'organisation pour l'après, en fait, l'après-salariat. Et donc, si jamais quelqu'un passe par ici et est en pleine transition, je vous recommande totalement Léa parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir et je suis ravie. Écoute, si tu as été satisfaite, c'est le but. Et je voulais aussi aborder un point avec toi, c'est ok, tu es coach, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que tu t'es formée à la méthode canadienne. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, 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 c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, j'ai fait donc une école de coaching canadienne. Donc, j'ai été formée par des coachs canadiens. Et l'approche canadienne, c'est vraiment une approche très just do it. Donc, c'est-à-dire que c'est pas du tout une formation qui est que théorique, comme parfois on peut le retrouver beaucoup plus dans le système français. En fait, j'ai tout de suite été formée à pratiquer en fait et à coacher. Donc, si tu veux, j'avais une partie forcément théorie, j'avais plein de choses à apprendre. Et dans le même temps, en fait, j'ai très rapidement coaché par un système qu'ils appellent dans la formation des co-coaching, donc avec mes camarades en fait de promo. Donc, ce qui fait en fait que je me suis tout de suite entraînée à coacher. Et je pense que ça m'a vraiment apporté je pense que cette formation, elle apporte une énorme plus-value parce qu'en fait, tu es directement mise dans le bain et quand tu n'as jamais eu des clients, tu vois, au début, ça peut paraître impressionnant. Donc ça a vraiment été une super formation. Vraiment. Donc, la méthode canadienne, c'est aussi, je pense, le goût, tu vois, du travail pour atteindre ses objectifs. Et tu vois, c'est vraiment aussi ne pas toujours penser mais faire. Tu vois, c'est-à-dire être dans l'action, Hmm. tester et réajuster. Tu vois, des fois, on peut se retrouver dans des situations où on cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup et on passe pas à l'action. Ben, la méthode canadienne, c'est vraiment l'inverse, quoi. On teste, tu te lances, tu sautes dans la piscine et après tu vois. Tu vois. Ok. C'est un peu comme la méthode américaine ou ça c'est encore différent? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent, eux, la méthode nord-américaine. Donc oui, oui, Ah oui, ok. c'est vraiment la même culture complètement. Hmm. Oui, c'est la même chose. Et comment ça t'est venu de faire cette formation-là? Alors, comment ça m'est venu de faire cette formation-là? Ben, c'est très drôle parce que, en fait, quand j'ai su que je voulais être coach, j'en ai parlé à une de mes amies qui s'appelle Maude. Donc, Maude, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et en fait, Maude m'a mise en relation avec une de ses copines qui s'appelle Chloé. Et Chloé faisait une formation, en fait, pour être coach. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre contact avec Chloé. Et Chloé cherchait, en fait, des personnes à coacher en fait, dans le cadre de sa formation. Et du coup, ben, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, je veux être coach, donc autant que je me fasse d'abord coacher et d'avoir l'expérience client de qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas. Et j'ai adoré, dès la première séance, ça a été vraiment le coup de foudre. Donc, Chloé m'a accompagnée pendant un petit peu plus de 3 mois. Et en fait, dès la première séance, j'ai vu la qualité en fait de ce qu'elle proposait, la pertinence de ses questions. J'ai trouvé ça génial. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais où est-ce que tu t'es formée? Et elle m'a dit, ben, je me suis formée chez Coach Academy. Voilà, et je sais qu'ils font des portes ouvertes, donc tu peux te renseigner. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah, j'ai intégré en fait la même formation que ma coach. Pas dans la même promo, mais Ok, voilà. trop bien. Comment ton entourage il a réagi quand tu leur as annoncé que tu voulais quitter le droit et devenir coach? Écoute, ils l'ont très bien pris. Franchement, globalement, j'ai eu que des bons retours. Je me souviens que ma maman m'avait dit je te vois totalement faire ça. Et ça aussi, tu vois, en fait, vraiment toujours un lien avec le droit quand même. Tu vois, en fait, ce que je propose, c'est vraiment un mélange entre. Parce que j'aime aussi le droit, en fait. C'est la manière dont je l'exerçais à l'époque qui des fois ne m'allait pas trop. Mais c'est un mélange des deux. Donc, si tu veux, j'expliquais à ma mère cette situation que j'avais tout le temps des managers qui m'appelaient pour des sujets qui relevaient plus de problèmes de communication, de management. Donc, en fait, elle m'a dit que pour elle, ça lui faisait totalement sens. Le reste de ma famille aussi l'a super bien pris. Non, franchement, j'ai été très encouragée. Vraiment. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, donc ça fait quasiment un an que tu es passée 100% entrepreneuse. Comment tu vis cette transition? Comment cette année s'est passée? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton petit bilan de cette première année à ton compte? J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Écoute, c'est vrai que tu parles de transition et ça en a été une grosse en fait. Je pense que sur le coup, je ne l'ai pas réalisé, mais je suis vraiment passée du jour au lendemain dans deux mondes différents, quoi, limite opposés, tu vois. Du monde salarié où j'étais très encadrée dans ma boîte au monde où tu gères tout seul, où il n'y a plus de limites, où tu as une liberté totale. Donc, ça m'a demandé franchement un temps d'adaptation.
tu vois, parce que ça a été un gros changement. Et pour t'expliquer un peu cette année, j'ai l'impression que ça a vraiment été le roller coaster, tu vois, les montagnes russes émotionnelles. D'ailleurs, on en parle beaucoup en entrepreneuriat, c'est-à-dire des périodes où ça allait super, donc le haut de la montagne, et des fois où ça a été plus difficile. Et tu vois, pour les enseignements que j'en ai tirés, je te dirais que j'ai eu une super période au début de mon lancement, tu vois. Donc on va dire de l'été jusqu'à décembre. Et donc j'avais des clients en fait qui venaient en continu, tu vois. Donc je me disais ah bah c'est cool, j'ai pas à faire grand chose. Alors qu'en réalité c'était une erreur de penser ça. Aujourd'hui je l'ai compris. Donc au début j'avais des clients en continu. Et après ben forcément arrive l'hiver et j'enregistre 2 mois un peu plus à vide. Et en fait je pense que j'ai vraiment fait cette erreur de ne pas continuer à mettre en place, tu vois, des actions pour se faire connaître, donc tu vois, dans la com, dans le marketing. Et je pense vraiment que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est mettre tout le temps de l'eau à son moulin, tu vois, et de semer des petites graines en permanence. Et des fois, bah, tu vas semer des graines, elles vont pousser tout de suite, et des fois, ça va demander 6 mois. Mais si tu fais pas ce travail-là quotidien de communiquer, de te faire connaître, bah, en fait, à un moment donné, je veux dire, t'as plus de visibilité, tu vois, donc forcément que t'as moins de clients. Et tu vois, c'est vraiment ça que je retiens, c'est vraiment de continuer à semer des graines pour qu'on te connaisse. Et du coup, je pense que j'ai fait cette erreur-là, mais après, on apprend toujours de ses erreurs. Et je pensais aussi avant que si on était bon dans ce qu'on faisait, tu vois, dans son cœur de métier, ça suffirait pour avoir des clients. Et en réalité, je pense que c'est pas totalement vrai. Je pense que ce qui fait que tu auras des clients, c'est forcément la qualité de ce que tu proposes, mais pas que, en fait. Parce que je pense que ça demande vraiment d'être un vrai couteau suisse et d'être très bon en communication, en marketing, voilà quoi, pour pouvoir se faire connaître, toujours pareil. Et je pense aussi qu'une des leçons que j'ai vraiment apprises, c'est que quand tu es entrepreneur, tu peux pas faire que ton cœur de métier, tu vois. Mm. Et du coup, ça peut être aussi un peu frustrant, tu vois, parce que quand tu as à gérer de l'administratif, du commercial, ben, ça peut ne pas être facile, tu vois, tous les jours. Donc voilà, et je pense aussi qu'une leçon que j'ai retenue, alors qui n'est pas facile pour moi à appliquer tous les jours, mais c'est de ne pas être trop orienté résultat, tu vois. Mm. Parce que je pense aussi que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est long, qui peut aussi être lent, tu vois, un petit peu comme le sport, tu vois. J'aime bien faire ce parallèle entre les deux. Du coup, ça demande un peu des efforts quotidiens et après, ça finit par payer. Mais moi, tu vois, je suis quelqu'un qui suis très impatiente. J'ai Mm. vraiment zéro patience. Du coup, quand je fais des efforts dans quelque chose, j'aime bien que ça paye tout de suite, tu vois. Et en Oui. réalité, l'entrepreneuriat, je pense que ça te fait vraiment travailler ta patience. Ah bah ça c'est sûr, hein. Et du coup, est-ce que tu as vécu des périodes plus ou moins... Enfin voilà, tu dis que c'est les montagnes russes. Est-ce que tu as un exemple d'une période où tu t'es senti, où tu n'as pas remis en question ta décision, mais où tu t'es senti un peu dans le doute? Ouais, bien sûr, cet hiver. Cet hiver, ça a vraiment été compliqué. Donc, je dirais de décembre à février, grosse remise en question, tu vois. Je me disais, mais alors j'avais toujours des clients, tu vois, mais je me disais, en fait, la montagne me paraissait très haute, en fait, tu vois, pour pouvoir en vivre, en fait, tu vois, de ton activité. Et oui, oui, je me suis posé des questions. Je me disais, est-ce que je ferais pas mieux de retourner dans un poste de juriste classique? Parce que tu vois, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est un gros travail aussi vis-à-vis de l'argent parce que du coup, tu n'es plus dans ta sécurité financière de salarié où tu gagnes des fois bien ta vie, tu peux mettre de côté, tu peux te faire beaucoup, beaucoup de plaisir, tu vois. Là, j'étais dans une autre dynamique. Donc, et tu vois, ce qui m'a vraiment aidé à sortir de cette période, c'est d'être très entourée. Et c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de dire, mais qui me semble essentiel. C'est très important d'être entourée de personnes dans ton entourage qui font autre chose que de l'entrepreneuriat pour te changer les idées, pour parler d'autre chose, mais aussi d'être entourée de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, avec qui tu peux échanger sur tes doutes, tes craintes, tes peurs, tu vois. Et moi, j'ai cette chance-là d'ailleurs toujours. Tu vois, j'ai toi, j'ai d'autres amis, j'ai aussi des copines de promo et on se soutient toutes beaucoup et c'est hyper important en fait
parce que tu te sens soutenue en fait et tu te sens comprise aussi. C'est sûr. Ah bah c'est une très très bonne, enfin c'est un très bon conseil que tu partages. Vraiment l'entourage, enfin s'entourer de personnes qui comprennent ce que tu vis, c'est hyper important. Et j'en ai fait exactement la même conclusion aussi depuis ces derniers mois. Et je suis complètement en phase avec toi. Et du coup, aujourd'hui, ta vie d'entrepreneuse, elle ressemble à quoi? Alors, je dirais que j'ai pas une journée type en fait, et c'est aussi ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque journée est quand même hyper différente. Mais on va dire que j'ai quand même des sujets en fait qui reviennent régulièrement. Donc déjà, j'ai mes séances de coaching et d'accompagnement juridique. Donc j'ai aussi tout ce qui est appel découverte. Donc quand tu rentres en contact avec des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu fais. J'ai aussi la préparation de posts, tu vois, sur les réseaux sociaux. Aussi de tout ce qui est un petit peu paperasse pour mes clients, tu vois, donc le contrat, des exercices à faire, voilà. Tout ce qui est administratif aussi, donc la comptabilité, l'URSSAF, les impôts. Je fais aussi du coworking 2 fois par semaine. J'essaye de bosser à l'extérieur de chez moi pour un peu voir autre chose que mon salon. Je fais aussi du sport. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à sortir de cette période-là. Donc, j'essaye de faire du sport quand même 4 fois dans la semaine. Ça me fait beaucoup de bien. Et après, je fais aussi des visios papotage business. Et tu vois, je fais aussi donc tout ce qui est projet long terme. Donc là, j'ai une liste longue comme le bras de choses à faire, tu vois, dans mon année. Et j'essaye tous les mois de me prendre un petit projet. Donc tu vois, là, par exemple, en ce moment, j'ai fait sortir mes flyers. Enfin, j'ai fait imprimer des flyers et je veux vraiment les mettre dans des endroits où ma clientèle cible est susceptible d'aller, tu vois. Donc, et aussi faire des partenariats, tu vois, avec des médecins du travail, des professionnels de santé. Parce que tu sais, des fois, tu sais pas qui recommander quand des gens viennent te voir pour te dire qu'ils sont pas bien au niveau de leur travail, que ça impacte leur santé. Donc, je veux vraiment, tu vois, développer ça. Donc, en ce moment, tu vois, je suis sur ces projets-là. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un peu tu parles de projets à long terme. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques projets que tu aurais pour le futur, les années à venir par rapport à ton business et ton activité de coach? Complètement. Est-ce que tu veux que je te parle un petit peu de ma vision rêvée, non? Oui, ça peut. Ça peut être ta vision rêvée, où tu te vois dans 5-10 ans, voilà, ce genre de choses. Ok. Bah, écoute, dans 5-10 ans, mon rêve, c'est vraiment d'habiter au bord de la mer, tu vois. Parce que là, du coup, j'habite en région parisienne, dans un endroit où il fait beau, où il fait chaud, mais aussi, tu vois, d'avoir quand même le côté ville à côté, tu vois, pour sortir. Et ce que j'aimerais vraiment à terme, c'est avoir mon bureau, donc à l'extérieur de chez moi, tu vois, et d'être dans un bâtiment où je suis avec d'autres entrepreneurs aussi. Donc, tu vois, pour échanger le midi après le travail. Et ben, ma vision rêvée, c'est que je vis super bien de mon activité. Tu vois, ça s'est vraiment stabilisé. Et donc, je fais toujours des séances de coaching comme je fais là. Par contre, j'ai délégué, tu vois, la partie comptabilité et commerciale. Parce que clairement, c'est pas mon truc préféré. Et je continue aussi de me déplacer en entreprise, tu vois. Et je pense que mon rêve vraiment ultime, c'est de rajouter le côté transmission en plus. Donc, tu vois, par exemple, aller dans des écoles, j'en sais rien, moi, tu vois, pourquoi pas à la radio, et parler, en fait, de mon expérience, faire des interventions aussi, tu vois, par exemple, sur des thématiques de coaching. Ça, j'adore. Hmm. Ça, j'adore. Donc, ma vision rêvée, tu vois, c'est vraiment celle-ci. Faire des conférences TEDx. Ouais, tu vois, j'adorerais. J'adore partager, échanger et transmettre des messages. Donc, ça, à terme, j'aimerais vraiment que ça prenne aussi une bonne partie de ma semaine, tu vois. Hmm. Bah écoute, je te le souhaite. En tout cas, c'est des très beaux rêves. Et ça me fait rire parce que il y a des similitudes avec moi et il y a des similitudes avec l'interview que j'ai fait lundi dernier. Du coup, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que tous les projets se rejoignent. À un moment donné, on va créer un grand lieu avec plein de bureaux d'entrepreneuses au bord de la mer. Et je pense que ça va être juste parfait. Donc voilà, ça me fait rire un peu. Carrément.
Et je voulais te demander, aujourd'hui, donc voilà, tu as un beau parcours, tu t'es lancé dans ton aventure d'entrepreneuriat. Et quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui aux femmes qui souhaiteraient se lancer aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Bah, peut-être tout simplement de se lancer. Ça, Je c'est la pense méthode canadienne. complètement, complètement. Non, je pense si les femmes se reconnaissent et ont envie en fait de se lancer, peut-être de réfléchir à leur projet en amont. Pourquoi pas aussi de se faire accompagner. Alors, c'est pas du tout pour faire ma pub, mais le fait d'être accompagné par quelqu'un, ça te permet aussi de te structurer et aussi de passer à l'action, tu vois, et de se sentir aussi moins seule et que si tu veux la passerelle, elle se fasse de manière fluide. Hmm. Donc, je dirais vraiment ça et aussi de se lancer. Alors, c'est bateau, c'est cette phrase, mais moi, je sais que ce que je me dis souvent, c'est que j'ai pas envie d'avoir de regrets quand j'aurai 80 ans et que je serai assise sur mon banc et que je repenserai à ma vie. Tu vois, j'ai envie de me dire les choses que j'ai eu envie de tenter, je les ai tentées, même si certaines ne vont peut-être pas fonctionner, tu vois. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment la chose que je dis souvent. Si tu as envie de faire quelque chose, mets en place les moyens pour le faire. T'as pas forcément besoin de sauter dans le vide et de prendre un énorme risque, mais travaille ton projet, fais étape après étape et lance-toi. Et je pense aussi que il faut pas attendre de ne plus avoir de peur pour se lancer, parce qu'en réalité, des peurs, tu en auras tout le temps. Et je pense que le gros sujet de l'entrepreneuriat aussi, c'est de dealer avec sa peur, parce que tu auras tout le temps des peurs en fait. Tu vas lancer un truc, ça va peut-être pas marcher. La peur financière aussi, tu vois, Hmm. la peur de ne plus avoir de clients. Et je pense que il n'y a jamais de situation ultra idéale aussi pour se lancer. Tu vois, c'est qu'est-ce que toi tu mets en place et à un moment donné, à sauter dans la piscine, tu vois, tu es au rebord et il faut donner l'impulsion, tu vois. Non, mais c'est sûr, des peurs, je pense que même les plus grands aujourd'hui ont aussi des peurs. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément. Enfin, ça me rappelle quelqu'un qui me disait j'ai peur de parler en public. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je parle en public et je me force à parler en public. Et derrière, en fait, ça se voit pas du tout. Mais au fond, eh ben, elle a peur. Et du coup, en fait, le fait de travailler ses peurs et d'aller au-dessus, de passer au-dessus, bah, ça nous permet de se lancer, d'aller de l'avant et potentiellement de diminuer cette peur. Très bon Complètement. conseil. Complètement. Et je pense qu'il y a rien de plus précieux que si on se projette dans quelques années, de se dire, ben, je l'ai fait, tu vois. Hmm. Il n'y a rien de plus précieux que d'avoir une envie et de la tester, même si ça fonctionne pas, au moins tu l'auras testé, tu vois, et tu auras la satisfaction de l'avoir testé. Plutôt Hmm. que de te dire, ben mince, j'avais ça, je l'ai pas fait, tu vois. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu voudras te dire sur ton banc quand tu auras 80 ans face à la mer? Bah écoute, déjà en fait ce que je fais actuellement, tu vois, donc ça me satisfait déjà ben, de me dire, je suis hyper contente parce que j'ai quitté mon job et tu vois, c'est pas non plus à banaliser parce que quand tu quittes un CDI, pour toutes les personnes qui le font, c'est un grand pas. Tu quittes ce que la société voit de totalement normal, sécurisant, tu vois. Et ben, de me dire que j'ai quitté un très bon poste et que je me suis fait confiance, tu vois, et que j'y suis allée. Alors, je sais pas ce que ça donnera dans quelques années, tu vois, mais vraiment je me projette, je me dis, j'ai au moins la satisfaction d'avoir sauté dans la piscine, tu vois. Hmm. Oui, t'as tenté l'aventure. Pour le moment, ça fonctionne. Et après, tu verras où ça va te mener. Mais oui. Et je suis sûre qu'il y a plein de beaux projets qui t'attendent encore dans les années à venir. Ça, c'est sûr et certain. J'espère, j'espère. Et du coup, bon, on est quand même sur le podcast de la chronique Idées ambitieuses. Donc, la question indispensable, est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? Bah, écoute, oui, je pense. Je pense que je suis ambitieuse. Après, tu vois, pour moi, la définition d'une femme ambitieuse, c'est vraiment une femme qui a une vision, tu vois, et qui passe à l'action, en fait. Qui ose, qui tente des choses, que ça marche ou que ça marche pas, tu vois. Hmm. Est-ce que tu peux développer un peu
Pour toi, c'est quoi la femme ambitieuse, ta définition de la femme ambitieuse? Bah, c'est vraiment une femme qui ose, qui teste, qui se lance et qui persévère et qui a aussi une vision et des rêves, tu vois. Parce que forcément, si tu as une vision, des rêves, des choses que tu veux accomplir, ben, ensuite, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Et pour moi, c'est pas juste quelqu'un aussi qui s'autorise à rêver, tu vois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui rêve, mais qui s'autorise aussi à y aller, tu vois. Parce que parfois, tu peux avoir des rêves, mais ça reste juste dans ta tête. Donc, c'est cool, mais t'en fais rien, tu vois. Et pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui s'autorise à y aller, vraiment. Et à mettre en place des actions pour atteindre ses rêves, ses objectifs. Bah, d'après ta définition, je pense que c'est pas je pense, c'est tu es une femme ambitieuse. Sois-en sûre. Merci. Et est-ce que si tu pouvais parler à la Léa de 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, t'en as fait des choses quand même. Et tu vois, il y a 5 ans, bah, tu vois, j'étais justement dans cette période-là hyper compliquée là, là dans mon stage, tu vois, avec cette manager avec laquelle ça a été très compliqué. Et je lui dirais vraiment que j'ai réussi, qu'elle a réussi à se relever de cette période compliquée. Et c'est le message que je veux faire passer aussi aux gens qui peuvent vivre une période compliquée. On peut toujours s'en sortir. Faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin, si vous en avez envie. Et il est possible, je pense, de vraiment tout surmonter, tu vois, de travailler sur soi et d'aller mieux derrière, tu vois. Et il y a 5 ans, ouais, j'étais vraiment dans une période un peu au fond du seau. Hmm. Et c'est vraiment ça que je lui dirais. C'est possible et tu l'as fait de te relever et d'être aujourd'hui épanouie. Parce qu'à l'époque, j'avais plus de confiance en moi. C'était vraiment à -1000, tu vois. Donc j'ai retravaillé sur ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Cette période, elle est derrière moi. Et je me suis fait confiance aussi pour ce que j'avais envie de faire. Donc ce serait vraiment ça à lui dire. Tu peux te relever de tout, tu vas y arriver et fais-toi confiance. Hmm. Alors, je voulais te dire quand tu avais 5 ans, mais d'il y a 5 ans, ça marche aussi. Donc, écoute, je pense que c'est le même message. Ah oui, je pensais il y a 5 ans, donc du coup, Bah, il y a 5 ans ou quand tu avais 5 ans, au final, le message est passé et c'est un très beau message. Et je pense que tu pourrais dire la même chose à la petite Léa de 5 ans, même si elle n'a pas vécu tout ça, bah, qu'elle se prépare à le vivre et qu'elle va s'en sortir, comme tu l'as dit. Donc, c'est très beau. et aussi, tu vois, ce que je pourrais rajouter, si du coup c'était la Léa quand j'avais 5 ans, c'est de lui dire de faire les choses pour elle et pas les choses pour les autres, tu vois. Et au niveau du regard des autres, tu vois, de Hmm. faire les choses que tu as envie de faire, peu importe ce que les autres en disent, ce que les autres en pensent. Et ça, je pense aussi que c'est un message qui est important, de vivre pour soi et pas pour les autres. Hmm. Parce que c'est quelque chose que tu faisais avant? Non, non, pas forcément, mais je pense aussi que, tu vois, j'ai fait du droit parce que j'avais des choses à me prouver à moi-même, tu vois, j'avais envie de dire que c'était possible d'y arriver, même quand tu venais pas d'un milieu où tes parents étaient juges, avocats, enfin, j'avais un peu cette niaque de me dire je veux me prouver des choses à moi-même, tu vois, et, et peut-être aux autres aussi, tu vois. Et je pense qu'en réalité, ce qui est important, c'est au final, c'est surtout de s'écouter soi. Et parce qu'aussi, il y a peut-être des gens, tu vois, qui nous écouteront, qui ont fait un choix d'études qui ne leur plaisait peut-être pas, tu vois, ou qui ne sont peut-être pas bien, qui restent peut-être dans un job parce qu'ils ont peur aussi de la réaction de leur entourage. Et je pense que c'est hyper important de faire les choses pour soi, tu Hmm. vois. C'est sûr. Et par rapport à, je reviens sur ton parcours d'entrepreneuse, et je voulais te demander, est-ce que aujourd'hui tu arrives à cumuler vie pro, vie perso? Est-ce que c'est pas trop compliqué de trouver un équilibre entre les deux? Écoute, je pense que l'équilibre entre les deux dans ta vie d'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qui se teste et qui se réajuste, tu vois. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé mon organisation parfaite, tu vois, ou l'organisation dans laquelle je me sens hyper bien. Mais
Je pense que c'est vraiment pour certaines personnes, peut-être un travail qui est long. En tout cas, moi, c'est le cas, tu vois, parce que tu es vraiment 100% libre. Donc, c'est un peu déroutant aussi, tu vois, quand tu peux gérer ton temps entièrement comme tu veux et que tu es ton propre patron. Mais tu vois, je pense que ce qui est important, c'est peut-être de regarder dans sa journée les moments où tu as le plus d'énergie, les moments où tu en as le moins, et en fonction, tu vois, d'adapter tes tâches de travail et aussi de peut-être prioriser, tu vois, certaines tâches. Parce que tu vois, parfois, on peut peut-être être tenté de prioriser des tâches qui en réalité ne sont pas importantes et de reculer, de décaler des tâches qui le sont plus. Donc, je pense que c'est important de faire ce parallèle entre à quel moment j'ai beaucoup d'énergie, qu'est-ce que je peux faire, à quel moment j'en ai moins, et aussi pareil sur sa semaine, tu vois, et aussi au niveau de ses tâches, de prioriser, tu vois, et peut-être aussi de découper, tu vois, de se laisser des tâches à la semaine, d'autres au mois, d'autres à l'année. Parce que tu vois, le truc, c'est aussi quand tu es entrepreneur, c'est que généralement, tu as une grosse to-do list, parce que tu as toujours des choses à faire. Donc ça peut aussi être un peu stressant et insatisfaisant, tu vois de se dire oh là là mais j'ai pas fait grand chose alors qu'en réalité des fois tu peux faire plein de choses en une journée tu vois et t'en as peut-être pas conscience non plus de tout ce que tu as fait Hmm. donc voilà. Donc aujourd'hui, tu dirais que ta vie, elle est plus focus sur ton travail ou pas forcément? Ben, je te dirais oui et non à la fois, c'est très bizarre. En fait, je pense que de par mon parcours, sachant que j'ai passé vraiment 5 ans en études de droit à, euh, à passer mon temps qu'à bosser et à être en surcharge de travail, c'est-à-dire à ne plus sortir, même quand tu prenais 15 minutes pour manger le midi, tu culpabilisais, tu vois, tu dormais Hmm. très peu. En fait, j'ai connu cette période pendant 5 ans, donc je sais que je ne veux pas revivre ça, quand bien même ce que je fais me passionne, tu vois. Donc à la fois, j'adore ce que je fais et je travaille, mais à la fois je me mets aussi des freins et je pense que c'est important parce que j'ai pas envie de retomber dans ce que j'ai connu avant. Dans tu bosses jusqu'à 3 heures du mat, tu dors 3 heures, tu rebosses, tu sors plus, tu vois plus ta famille, plus tes amis. J'ai plus envie de ça, même si ce que je fais me passionne. Parce que c'est ça aussi des fois le piège, c'est que quand ça te passionne, ça peut être aussi difficile de se mettre des limites. Et je pense que quand bien même ton métier te stimule énormément, je pense qu'un équilibre de vie, c'est travail, mais pas que. Tu vois, c'est aussi sortir, s'aérer l'esprit, se reposer, voir des gens, tu vois. Ah mais c'est sûr. Bah, on peut pas vivre seulement de travail, même si, comme tu dis, même si c'est une passion, à un moment donné, tu as besoin de temps off, tu as besoin de faire des pauses, tu as besoin de prendre l'air, de t'amuser. Enfin, même si ton travail t'amuse, ça peut, mais on a besoin tous de cette vie perso où on coupe, en fait, de ce travail. Complètement. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai encore quelques petites questions un peu plus perso à te poser, voilà. Est-ce que tu as un objet dont tu ne peux pas te séparer? Mon téléphone, malheureusement, Autre que ton téléphone? un objet dont je peux pas me séparer. Je porte toujours sur moi 3 bracelets. Qui d'ailleurs m'ont été offerts, enfin un des trois m'ont été offerts par mes anciennes collègues de mon ancienne boîte. Et sinon, je te dirais vraiment que c'est mon téléphone. J'aimerais te dire autre chose, mais je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, quoi. J'essaye de faire une détox, mais c'est pas facile. Ah bah, je comprends. Je pense que je fais partie de ces gens qui sont vraiment accros au téléphone. Moi aussi. C'est pas un conseil, hein, mais on va faire une détox bientôt, une digital détox. On va partir dans la campagne sans réseau et ça va nous faire du bien. C'est ça, on va faire une team détox. C'est ça. Est-ce que tu as une musique qui te motive au quotidien? Oui, alors ma musique préférée, c'est Wake Me Up Before You Go Go Hmm. de Wham. Donc, c'est une musique des années 80, donc un peu vintage. Mais j'adore cette musique parce qu'elle est hyper solaire, elle est hyper dynamique. Et quand j'écoute ça, je peux avoir passé la pire journée de ma vie. Ça me met le smile et ça me donne de l'énergie. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup cette musique aussi. Est-ce que tu as un lieu où tu te sens bien? Ouais.
Alors, le lieu où je me sens le mieux, c'est vraiment au bord d'une mer turquoise, tu vois, avec le sable blanc et une vue derrière sur les montagnes. Pour moi, ça, c'est vraiment le paradis et j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand même et de beaucoup me retrouver dans des lieux comme ça. Et c'est les lieux vraiment où je me sens hyper apaisée, grosse reconnexion avec moi-même, quoi. Hmm. C'est par exemple la Guadeloupe ou la Martinique. Je sais pas, la Martinique, je suis jamais allée, mais. Ouais, 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 bien sûr, en Guadeloupe, t'as plein de plages comme ça, complètement. Hmm. C'est Donc du coup, tu veux déménager sur une île, c'est ça? Écoute, peut-être un jour, je sais pas. Oui, je trouve ça paradisiaque et dans l'idée, j'adorerais. Après, je sais pas si je le vivrais bien d'être hyper loin de ma famille et de mes amis, tu Hmm. vois. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as une citation favorite? Oui, alors j'adore une citation de Xavier Nolan qui est Tout est possible à qui rêve, travaille et n'abandonne jamais. Tout est dit. Très belle citation. Et dernière petite question, est-ce que tu as une femme qui t'inspire? Oui, alors comme exemple que je peux te donner, c'est Audrey Lieutot. Pour moi, c'est une femme hyper inspirante pour moi. Alors, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est la fondatrice de la marque de maillot de bain Mon Petit Bikini. Et en fait, elle a créé Mon Petit Bikini en 2010, je crois. Et en fait, l'idée lui est venue parce qu'elle est d'origine réunionnaise. Donc, il arrivait régulièrement, si je dis pas de bêtises, qu'elle retourne à la Réunion l'hiver. Et quand elle partait en fait en vacances au soleil, elle s'est retrouvée dans une situation où en hiver, tu n'avais pas de marque qui proposait, tu sais, des collections de maillots de bain l'hiver. Puisque généralement, les Mmh. marques de maillots de bain, tu vois, elles sortent, enfin les collections de maillots, elles sortent au printemps-été. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait un besoin. Et donc, elle a créé, tu vois, le premier site e-commerce spécialisé dans la vente de maillots toute l'année. Et donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois, c'était le tout début, tu vois, en 2010, il n'y avait même pas Instagram, je crois. Et tu vois, elle expliquait qu'elle avait commencé dans le garage de ses parents, tu vois, et qu'au début, c'est normal, tu vois, les premières années, tu vois, ça peut être compliqué, et qu'elle mangeait, tu vois, des pâtes tout le temps, tu vois, et parce que c'est normal, elle n'avait pas forcément de gros moyens, tu vois. Après, elle a fait des levées de fonds, mais au début, c'est pas forcément évident. Et pour moi, elle est hyper inspirante parce que elle promeut, tu vois. Alors maintenant, elle a les réseaux sociaux, mais l'entrepreneuriat féminin, elle est aussi multicasquette, tu vois. Donc aujourd'hui, elle fait aussi de l'influence, mais elle est aussi chef d'entreprise. Là, je sais qu'elle va bientôt sortir un livre. Et tu vois, je sais que quand j'ai des moments de mou, des moments plus difficiles, je repense à elle quand elle expliquait qu'elle était dans le garage de ses parents et que c'était un peu la galère et qu'elle mangeait des pâtes, tu vois. Ça m'a vraiment aidé en fait de découvrir en fait, tu vois, son histoire. Mmh. Donc, pour moi, c'est une femme hyper inspirante et sur son Instagram, elle partage vraiment sa vision d'entrepreneuriat. Elle incite aussi les femmes à entreprendre et pour moi, c'est vraiment l'exemple d'une femme qui a réussi dans l'entrepreneuriat, tu vois. Bah écoute, je la connaissais pas. Enfin, je connais mon petit bikini de nom, mais je connaissais pas son histoire. Et effectivement, bah merci de nous l'avoir partagé parce que c'est une très très belle histoire. Écoute, le podcast est terminé et je voulais juste te demander si tu avais un petit mot de la fin à nous partager avant qu'on se dise au revoir. Je pense que le mot de la fin, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment ayez le courage de vivre une vie fidèle à vous-même et pas la vie que les autres aimeraient que vous ayez, tu vois. Et, et je pense aussi que le travail va combler une grande partie de nos vies. Et si des personnes nous écoutent et qu'elles se lèvent le matin et qu'elles sont pas bien, tu vois, de démarrer leur journée, elles ont le pouvoir, tu vois, de changer ça et d'avoir un quotidien professionnel qui leur plaît, tu vois. Donc, tentez quelque chose de nouveau et surtout, soyez les propres acteurs de vos vies, tu vois. Ça, je pense que c'est important et soyez pas spectateurs.
Bah écoute, c'est magnifique, ça me donne envie de changer de boulot alors que non, mais... Non, mais en tout cas, merci, ce mot de la fin est très très beau. Et ça ressemble parfaitement à ton parcours, à tout ce que tu nous as raconté. Donc merci beaucoup. C'était hyper intéressant, hyper passionnant, hyper inspirant de parler avec toi. Et j'espère que certaines personnes qui écouteront ce podcast auront peut-être un petit déclic pour oser sauter le pas et passer à l'action. En tout cas, merci beaucoup et bravo. Bah écoute, merci à toi. Franchement, j'ai passé un super moment. C'était génial et franchement, j'ai adoré. Donc merci, merci. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la Chronique des Ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.